Bienvenue. Tu es dans un podcast où un jeune Amazonien te parle d'art, te parle de créativité et d'entrepreneuriat, avec des invités de Guyane, de France hexagonale et d'un peu partout dans le monde. Moi, c'est Telezé, auteur, compositeur, réalisateur et designer graphique. Et tu es dans le Fruit Talk. Le fruit des efforts, c'est vrai. Plus de fruits, meilleur est le jus comme mûr est le fruit. Dans cet épisode, je te laisse découvrir mon échange enregistré durant la deuxième table ronde de la Masterclass To Be Free en octobre 2025 à Roura. Pour cette table ronde, il y avait une thématique étalée sur 2 questions. La première était comment mettre l'entertainment au service de notre business. La deuxième question était les tremplins. En général, sont-ils des opportunités pérennes pour les artistes de nos territoires, Guyane et Antilles? Pour cet échange, j'ai eu l'honneur de recevoir Balou, entertainer de Montfermeil, également issu des territoires Martinique-Guadeloupe, qui nous a fait l'honneur d'être présent sur le territoire guyanais. C'était sa première. Nous sommes honorés. À ses côtés, il y avait Yuri, entrepreneur guyanais, également vidéaste photographe et également manager de l'artiste Vancy. À leur côté, il y avait Vaga, rappeur du paysage musical guyanais, également lauréat du concours Wave Live organisé par Balou et Wave Live en 2021. On va dire qu'avec cette table ronde là, la boucle est bouclée. À leur côté, il y avait Mamad qui nous a également fait l'honneur d'être présent sur le territoire guyanais et de participer à cette table ronde. Issu du territoire guadeloupéen, c'était intéressant d'avoir son point de vue sur ces questions-là. Bref, je ne serai pas plus long. Par contre, n'oublie pas, like, partage, commente si tu apprécies l'échange. Bonne écoute. Derrière ce projet-là de Masterclass To Be Free, j'emploie souvent le terme Djoubaté, qui signifie la débrouille, que je qualifie comme débrouille amazonienne. Ce truc où on a tellement été habitué à faire avec des miettes qu'on est obligé d'exceller dans plusieurs domaines et faire avec les moyens du bord. Quand je vous regarde vous, j'ai envie de vous poser la question, quel a été le meilleur conseil que vous ayez reçu dans votre parcours en tant que personne qui s'est autoproduit, qui s'est autodéveloppé et qui a djoubaté tout au long de sa carrière? Le meilleur conseil que vous ayez reçu. Et par qui, de préférence? Le micro, il est tout là-bas. Donc, on va commencer par Yuri. Si tu veux bien prendre le micro. Et Vaga nous a rejoint. Merci, Vaga. Bien joué, bien joué. Du coup, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, je pense pas que ce soit un conseil qui a été donné directement, c'est plus le fait d'avoir observé mon défunt grand-père dans sa manière de faire et sa manière d'être. À partir du moment où tu as la possibilité et le savoir-faire, fais, entreprends, fais. Attends pas de déclic, attends pas qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te tirer les verres du nez en fait. T'as besoin de t'en sortir, il faut t'en sortir. Et au-delà de ça, il m'a enseigné une mentalité un peu man-up, mentalité américaine qui veut dire que ça aille pas, que tu aies des problèmes, que tu sois malade, que tu sois en galère, que ta femme t'ait quitté. Lève-toi, va travailler, fais ton blé et rentre chez toi. Voilà. Ok. Vaga, quel a été le meilleur conseil dans ton djoubaté que tu aies reçu? Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Moi, le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est le frérot, c'est Balou. Je sais pas si tu te rappelles, Balou, c'est quand j'avais gagné le concours, puis j'arrive en France, et même tu me dis, il est venu comme ça et tout, j'avais la dalle, j'avais une certaine détermination, et il m'a dit, faut pas lâcher, quoi, faut garder ce truc-là, la façon dont tu as la dalle, t'as faim, t'as envie de tout manger, garde ce truc-là, il fait tes affaires, hein. Et puis dès qu'il m'a dit ça, moi, ça m'a donné un truc, tu vois. Ça a validé. Ouais, direct. Ça a validé la démarche. Pardon. Ça a validé la démarche. Nice. Mamad? Bonsoir famille. J'espère que ça va tranquillement. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné aussi, c'est en vrai, c'est Balou aussi. Hein. Ouais, c'est Balou. Un jour, il m'a fait un audio à 23h. Il était un peu énervé. Il m'a dit arrête d'être couillon, fais des vidéos. Je sais comment le dire, je dois m'exprimer ce soir parce que sinon tout le monde pensera que cette histoire est fausse. Elle est vraie. D'accord. Et ça a été un déclic. Hein. Ça a été un déclic. Il m'a dit vraiment motive-toi. Et comme tu l'as dit, frérot, hein, que ça aille pas, en fait, tu es obligé de faire les choses parce que personne va te sauver, quoi. Donc, merci, frérot. Nice. Balou? Ah ouais, incroyable, les gars. J'étais pas prêt. Déjà, bonsoir ceux que j'ai pas vus.
J'espère que ça va. Ah ouais, il y a du monde hein, quand même. Hein. Ouais, non, c'est fort, c'est fort. Le meilleur conseil, je dirais que c'est l'un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami Raskel, qui vit à Los Angeles, qui m'a dit que ce qui est important, c'est toujours de partager de la valeur, de partager avec les gens et de partager de la valeur et toujours faire des choses. Quand tu fais les choses, tu les fais à fond et tu les fais pour impacter. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment touché et je pense que c'est un truc que j'ai toujours essayé de faire et que j'essaierai toujours de faire. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai eu. Ok, nice. Vu que tu as le micro, ça tombe super bien. Une question pour toi. Le divertissement sur nos territoires, Caraïbes et Amazonie, peut-il s'affranchir des stéréotypes ethniques, selon toi? Si oui, est-ce que tu peux me donner 3 moves qui montrent que nous y arriverons? Et sinon, donne-moi 3 moves qui peuvent être mis en place pour y arriver. Ok. J'en parlais juste avant, pendant la masterclass. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a besoin de, comme tu le dis, de s'affranchir de ce stéréotype ethnique. Je pense qu'il y a tellement de force ici en Guyane que c'est important de le capter et de le comprendre. Moi, quand je suis arrivé, jusqu'à maintenant, je prends que des claques dans tout. C'est-à-dire que on a été à Radio Pays. Quand je suis sorti, ce que j'ai dit au frérot qui m'a fait l'interview, je lui ai dit, oh, comment tu l'as fait, la manière dont tu l'as fait. Il connaissait pas Mamad à ce moment-là, on lui a pitché vite fait Mamad, il a fait une intro comme s'il connaissait Mamad depuis 10 ans, comment il posait les questions, les sujets. Je précise juste que Kylian, il est vraiment fort dans Très ce fort, domaine. très Kylian, fort. À Radio Pays, il est vraiment fort. Très très fort, comment ça a été fait. J'ai été impressionné parce que moi-même je viens de la radio et les mecs que j'ai rencontrés en radio, ils n'étaient pas aussi bons. Ce qu'on a fait aussi chez Guyane La Première, j'ai trouvé que c'était très très fort. Le premier soir quand on est arrivé et qu'on a été bon la Kaipi, bon c'est pas le sujet, c'est pas chez Julieta le sujet, mais même le lendemain qu'on a été on a pris la pirogue, on a été sur le fleuve, la cascade, etc. En fait tous ces trucs là en fait, moi je regarde ça avec mon œil de passionné, je me dis putain mais tout ça c'est des forces, c'est magnifique. Je pense que 99% des gens qui vivent dans l'Hexagone ne savent même pas qu'il y a ça ici. Même les discussions qu'on a eues avec toute l'équipe To Be Free qui m'explique, tu vois, la culture guyanaise en général, les différentes ethnies, un peu tout. En fait, c'est un melting pot tellement puissant que je me dis, il faut en être fier et c'est une force. Et aujourd'hui, c'est cette force qui peut vous faire rayonner dans le monde. Et c'est ça qui est important. 3 choses qui me prouvent que ça fonctionne. Déjà, sur CKO, on a fait une émission. CKO, c'est mon podcast avec Chris d'Iconic. On a fait une émission spéciale Caraïbes. Et on a ramené, et on a fait un concept de freestyle. Il y avait Vaga d'ailleurs. Et on a ramené des artistes caribéens. Et franchement, voilà, je le dis, les Guyanais, ils ont fait mal. Voilà. Kili, Vaga, Sanson, c'était méchant. Vous l'avez tous vu, vous savez déjà. Vous savez déjà, ils ont fait mal. Et puis on le voit, hein, même musicalement, la force des artistes guyanais, elle vient de la culture, tu vois. Comme je le dis, quand j'écoute le créole guyanais, comment il passe musicalement, tu vois, la langue déjà c'est fort. Le moto, les trucs, les nanana, c'est fort. J'ai dit le melting pot, tout, hein. Franchement, je pense qu'il y a vraiment tout. Et même là où vous êtes positionné, c'est fort. Parce que, on l'a dit, nous, on est sur des petites îles. Il n'y a pas autant de choses à faire. Il n'y a pas autant d'animaux. Il n'y a pas autant de forêts. Il n'y a pas autant de choses. Et on est parqué, tu vois. Vous, c'est grand. C'est incroyable, la Guyane, tout simplement. Moi, je m'y attendais pas et c'est incroyable. Et je pense qu'il faut prendre la Guyane comme une force et pas se dire qu'il y a forcément besoin d'aller sur l'Hexagone pour péter. Aujourd'hui, tu peux toucher le monde sur Internet. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a un qui le fait très bien, c'est Mowgli. Je dis pas ça parce que je m'appelle Balou, mais Mowgli, tu vois, en direct de la Guyane, il te présente les variétés d'animaux, les races, les ceci, cela. Et moi, je trouve ça magnifique. Et en fait, je pense que vous êtes trop habitués à la beauté et la force de ce que c'est que la Guyane. En fait, pour vous, vous l'avez banalisé. Moi, j'ai grandi à Montfermeil, il n'y a que des bâtiments et de la pisse. Et des rats. Bon, maintenant, il y en a moins. Mais avant, il n'y avait que ça.
Et du coup, bah, forcément, nous, on peut pas se caler sur notre environnement pour créer des choses. Donc, on va essayer de. Bon, il y en a qui vont faire des conneries, il y en a qui vont si, mais on va essayer de chercher autre chose. Vous, en fait, tout ce que je vois, tout ce que je regarde, la culture, même si forcément l'histoire, le passé, il y a des choses qui sont difficiles, mais même le passé qui est difficile, ça a créé des choses belles. Tu vois, on parlait, comment il s'appelle, le truc orange que tu m'as dit, le bouillon d'Awara, tu m'as expliqué l'histoire, c'est magnifique. Ça se trouve même, tu fais un truc culinaire, t'en parles, tu le mets tu vois, tu le mets en avant, c'est magnifique. Et en fait, pour moi, faut transformer tout ça en force et le mettre en avant. Sans forcément s'affranchir de tout ça, quoi. Ouais, je pense que c'est l'identité. C'est ce qui fait l'identité. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'identité. On n'a pas besoin de gens qui. Justement, si tout le monde fait la même chose, il n'y a plus d'identité. Et je pense que la force. Bah, tu prends un mec, on va prendre un mec qui a aucun rapport avec la Guyane, mais on va prendre Kalash, par exemple. Kalash, ce qui a fait sa force, c'est qu'il est arrivé avec l'identité. Voilà, je suis Mwaka, je suis 972. Même si je vais à Paris, je suis toujours Martinique, je parle créole. Il a pété avec ses premiers sons en créole, Bendo. C'est Bendo, son premier son qui pète aux Natio, etc. Et c'est du créole, il s'assume. Même s'il mélange avec des codes américains, il s'assume. Et je pense que faut assumer et on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent les autres. Voilà. On va continuer avec Mamad. Mamad, toi qui es juste à côté, j'ai une petite question. Tu viens de Guadeloupe C'est ça. et durant ces dernières années, tu es passé du stand-up à l'entertainment, plus en ligne. Et pourquoi ce changement? Pourquoi ce virage? L'argent, frérot. Non, je Ok. rigole. Je rigole. Non, c'est une question d'évolution, en fait, tu vois. C'est une question de. Comment dire? Ben, c'est. Dans la vie d'un être humain, tu évolues, forcément. Et puis, c'est les rencontres qui te permettent de changer, de revoir un peu ta réflexion, réajuster certains plans. Oui, j'ai fait du stand-up pendant très très longtemps. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené en Guyane pour la première fois parce que j'étais venu pour faire un spectacle et j'ai vraiment kiffé. Premier soir, Julieta, 3 caipis, ma gueule. C'était vraiment quelque chose de tendu. Et ce soir, 3 caipis encore. On s'élève le tout. Et en fait, pour tout te dire, c'est tout simplement de l'évolution et savoir que les nouvelles choses, elles se passent plus sur les réseaux sociaux. T'as capté? Et donc, il y a une nouvelle façon de faire de l'humour, une nouvelle façon de faire de la comédie. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une nouvelle façon de consommer le contenu aussi. Le consommateur lambda, il a changé. Il y a plein de réseaux sociaux et il y a plein de nouveaux codes qui sont apparus. Donc, je me suis dit, ben vas-y. En fait, qu'est-ce qui change de faire de l'humour, que ce soit en live Twitch ou sur une scène? Au final, c'est la même chose. Au final, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois marrant, tu vois. Donc, par rapport à ça, j'ai réajusté le plan. Mais je me suis dit que voilà, des spectacles, j'en ferai moins souvent, mais quand je ferai un spectacle, ce sera un événement. En fait, je pense que des fois, tu dois savoir te rendre moins accessible. Plus accessible pour les gens qui sont comme toi. Parce que pour te raconter la petite histoire, quand je suis monté sur Paname la première fois, pour me link up avec Balou, je suis venu dans l'optique de faire du stand-up. Mon gars, moi, je croyais que c'était Jamel Comedy Club. J'arrive, on me filme, haha, je fais le buzz, je suis millionnaire. Que dalle. Que dalle. T'arrives dans des salles, ça pue. Il n'y a que des vieux, ils te connaissent pas. Et quand j'arrive, je parle, frérot, ils me disent hey, il est drôle ton accent, gars. Au bout d'un moment, tu fais ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu craques. Tu craques. Et un soir, ben, j'arrive chez Balou, j'ai dit frérot, la vérité, je craque. Il m'a dit je savais que t'allais craquer. Il me l'a dit carrément parce qu'en fait, t'arrives et j'ai fait cette erreur-là au départ. Je voulais me dissocier de mon identité. Mais en me dissociant de mon identité d'afro-caribéen, et du coup, tu deviens un négro lambda sur Paname. Tu vois? Alors que tout ce que tu penses qui fait ta faiblesse, en fait c'est une force. Venir d'un endroit un peu plus loin, ben, c'est une force parce que j'ai été éduqué d'une autre façon, avec une autre vibe, avec d'autres références. Et du coup, tu arrives avec un profil intéressant à proposer dans l'Hexagone parce qu'ils sont friands de ça au final. Mais tu arrives avec ton profil à toi, ton identité à toi. Tu n'arrives pas en mode le négro, soleil, banane, cocotier, rhum. Tu vois? Parce que c'est dans cette case-là qu'on veut te mettre au départ. Donc au final, j'ai décidé de créer mon truc à moi
et je suis link up avec les Balou et toute l'équipe FPS. Comme ça, on sait qu'on fait nos trucs pour nous, par nous. Et c'est pas plus mal. Tout à l'heure, là, à la masterclass, le frérot a dit que c'est important d'avoir une niche. Tu vois, avant, les gens fuyaient la niche. Ils disaient, ouais, mais je suis connu que dans ça, que dans ça. Mais c'est très, très bien d'avoir une niche. Parce que quand tu as une niche, tu as des gens solides derrière toi qui sont là, qui sont prêts à te suivre, tu vois. Ils sont prêts à te suivre. Comme ils disent aux États-Unis, c'est des die-hard fans. C'est-à-dire que si tu as des gens comme ça, prêts à relayer ton contenu, prêts à commenter, à repartager, bah, tu es plus fort que certains gars qui se disent mainstream. Parce que tu n'as pas une industrie derrière toi, c'est des vrais gens. Et j'ai capté que, ouais, on a des profils, on doit parler aux vrais gens et aux gens comme nous. Et c'est pas plus mal de parler aux gens comme nous. Parce qu'au final, tu parles à des gens qui te comprennent et qui vibrent à la même fréquence que toi, tu vois. C'est nice. Merci pour ces mots. En plus, ça rejoint ce que Balou disait sur justement maintenir son identité, documenter et cultiver tout ça quoi, pour se distinguer en ligne. Pas faire du mimétisme de ce qu'il y a ailleurs, bien au contraire. On est amazonien pour nous concernant. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à modeler et proposer en ligne. Quoi. Parce que pour le moment, l'Amazonie francophone, elle n'est pas beaucoup visible en ligne et on a tout à faire. Quoi. Donc vous l'aurez remarqué, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais la thématique de notre échange, ça sera dans un premier temps sur l'entertainment et ensuite sur les tremplins. C'est parce que les profils ici, justement, reflètent bien cela. Et Vaga, j'ai une petite question pour toi. C'est en fait, dans l'entertainment, contrairement à ce que l'on pense, toutes les vidéos sont écrites, scénarisées. Tu as fait un travail d'écriture et de scénario sur certains clips à toi, même d'acting, dans le projet avec le BAT 4 Clan. Je ne sais pas si je prononce bien. Et il y avait un clip à toi, je crois que c'était Picasso aussi, tu avais poussé un peu l'acting. Donc très intéressant, ça propose autre chose. Est-ce que tu te vois pousser cela ? Est-ce que tu as l'impression que ça sert ton esthétique musicale ? Déjà pour te répondre, je m'attendais vraiment pas à faire cet acting-là. La série Dura, tu parles, Bad Cat Clan, je m'attendais vraiment pas à participer à ça. J'arrive à Toulouse, je sors de Paris. Je venais pour, je crois que c'était pour faire un clip, tourner un clip. Et par la même occasion, j'ai un pote là, Laura Elias, il m'a contacté. Et il m'a dit, vu que t'es là et tout, ça aurait été bien que... T'as capté, j'ai une petite série là. Et il avait déjà tout préparé en amont. C'est-à-dire qu'il savait pas qui aurait joué ce personnage-là. Mais il avait déjà tout préparé. Vu que j'étais là, il m'a dit, Vaga, parfait, la Guyane, on est ensemble, viens. Donc entre le clip, quand j'ai fini le tournage du clip, le soir, je suis en mode apprendre le scénario, tout ça, on fait les repérages. Le lendemain, on fait d'autres clips. Après l'après-midi, c'était ça, c'était un tournage, clip. Et c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Et ça m'a plu, ouais. Avec pas mal de surprises, ça m'a plu. Après, c'est vrai que je me suis demandé est-ce que je m'éloignais pas, tu vois. Est-ce que je me perdais pas un peu, parce que les gens, ils me voyaient des fois au centre commercial et tout. Et les petits me reconnaissent en mode ah, c'est toi, Vaga, dans la série Dura. En mode c'est toi, mais c'est toi dans la série. Ça revenait pas mal de fois. Et je me suis dit, oh, c'est Bouga, il est pas rabli et moi à chanter de base. Moi, c'est un chanteur de base. Après, je pense que ça sert l'esthétique. En fait, comme il disait le frérot tout à l'heure, là-haut dans la masterclass, il faut avoir plusieurs casquettes, tu vois. Il faut pas avoir peur de, je pense, t'as capté? Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ce... Yuri sait, j'ai toujours écrit des fois mes scénarios pour les clips, je faisais chier des fois. J'ai toujours eu un truc, t'as capté, j'écris mon son, mais j'ai aussi ma vision des choses sur le son, tu vois. Donc c'est comme ça, j'ai poussé dans ça. C'est nice. Donc tu te vois continuer à... Donc si jamais il y a des réalisateurs dans la place qui réalisent des films, de la fiction et tout, il peut y avoir des propositions de scénario, des propositions d'acting avec Vaga. Et franchement, en tout cas, je peux que t'inciter à pousser sur cette voie parce que justement, ça permet de proposer autre chose avec nos esthétiques chez nous et je trouve que cela est vraiment intéressant. Et pour continuer sur le divertissement, l'entertainment, le divertissement et tout, Yuri, toi, tu as une boutique et chose que je remarque, c'est que en fait, à chaque événement culturel fort, tu fais en sorte de proposer, de créer du contenu divertissant en lien avec l'événement culturel, que ce soit Noël, Carnaval, tout ça dans ta boutique. Et ma question, c'est est-ce que tu as l'impression que cela impacte réellement ton business quand tu fais ces propositions de divertissement en ligne, que ce soit sur les ventes, que ce soit sur la fréquentation de ta boutique, etc. Est-ce que le divertissement sert correctement ton entreprise ? Alors, je pense que oui. Déjà, un gros SO à Bobo, parce que c'est mon community manager. Donc, on bosse ensemble sur pas mal de scénars. Et en vrai, je pense que c'est important de se placer sur le tempo
par exemple, là, on est en octobre, donc au début du mois, on pouvait placer Octobre Rose. Ça permet aux gens de s'identifier à la société, de s'identifier à l'entreprise. Et sur la fin du mois, on passe sur Halloween, par exemple. Halloween, on va décorer la boutique, mais l'intérêt de décorer la boutique, c'est de mettre certains produits en avant, à travers le fait de placer la décoration, et aussi de jouer la montre, de jouer le timing, et de déclencher le comportement d'achat du client. Pas forcément pour Halloween, mais à contrario, pour Noël, pour la fête des mères, il faut rappeler au client que là, c'est Noël, frérot. Tu vois, il va falloir acheter un cadeau petit. Le cadeau, il est là. On a mis des boules juste à côté, tu le vois. Vas-y, achète-le. Et en soi, je pense qu'au-delà de juste la décoration, il y a le mood, il y a l'atmosphère à l'intérieur, il y a l'ambiance. On peut aller jusqu'à jouer sur les odeurs, tu vois. Nous, quand c'est Noël, quand on fait les nocturnes sur le mois de décembre, le samedi soir, il y a des pâtés, il y a du boudin. Quand tu rentres dans la boutique, c'est ambiance Noël, tu vois. Donc, ça crée un lien déjà avec le client. Et même après avoir déclenché le comportement d'achat, le client, quand il se souvient de son passage en boutique sur cet événement-là, il se souvient de l'atmosphère qu'il y a eu ce jour-là et de l'ambiance, tu vois. Donc, s'il doit recommander, je sais pas, à armes égales, hein, ça veut dire on va proposer le même produit au même prix, une boutique qui fait pas de déco et où c'est un peu froid à l'intérieur, et une boutique où vas-y, je suis allé, j'ai acheté une paire d'AirPods, mais j'ai frappé mon boudin de Noël et mon jambon, frérot, va chez RG, c'est mieux, tu vois. Voilà. Toi qui as le micro, j'ai encore une autre question pour toi. Là, on va basculer sur la partie plus tremplin, développement, export, par rapport à la musique. Tu es manager de Vancy. Sa carrière s'est installée suite à une série de titres qui ont suivi un buzz. Et là où normalement en France, un grand nombre d'artistes vivent de leur art sans jamais avoir de buzz, penses-tu qu'un schéma de carrière différent soit possible en Guyane, c'est-à-dire sans buzz, selon ton point de vue? Schéma de carrière, ça dépendra. Tu peux t'installer sur une carrière, trouver des gens qui sont friands de ton art, sans pour autant pouvoir en vivre, tu vois. Il y a pas mal d'artistes qui proposent des choses qui sont en adéquation avec ce que certaines personnes recherchent. La dernière fois, on était en masterclass, je citais par exemple les gars qui ont fait Nouvelle École, par exemple Warren et Bébé Jacques. C'est peut-être pas des gars qui vont remplir des grosses salles ou qui vont vivre de leur stream, etc. Mais ils ont trouvé leur public. Il y a des gens qui s'identifient à eux. Du coup, je pense que sans avoir de tremplin, oui, tu vas toucher des gens qui vont rentrer dans ta fanbase, ça va créer une communauté. Après, est-ce que ce sera rentable financièrement? Est-ce que tu pourras en vivre? Je ne sais pas. A contrario, le fait d'avoir du buzz ne te permet pas d'assurer ton statut d'artiste qui vit de son art sur le long terme. Alors là, quand je parle d'artiste, je fais plutôt référence aux chanteurs, mais je pense qu'un DJ, tu vois, à contrario, un DJ, si il fait par exemple 4 animations dans le mois avec un cachet de 400 balles, il a coffré ses 1006, tu vois, il n'a pas besoin de bosser à côté. Après, un chanteur, c'est différent. Les sons, si t'as pas les streams, si t'as pas les vues YouTube, tu coffres pas, tu vois. Si tu fais pas de showcase, il n'y a pas de tal. Donc en vrai, c'est subjectif. Je pense que tu peux trouver chaussures à ton pied. Donc il y a pas mal de personnes qui vont t'écouter, tu auras ta fanbase, on va te reconnaître dans la rue, on va savoir ce que tu fais, ce que tu proposes. Par contre, est-ce que tu pourras en vivre? Subjectif, vraiment. Et je pense que même en métropole, c'est comme ça. Il y a pas mal d'artistes qui nous font croire qu'en vrai, ça va et je vis de la musique. Frérot, je connais beaucoup d'artistes, ils bossent pas à côté, mais ils font du business, tu vois. C'est-à-dire, ils font des petits jobs, ils font ci et ça. Ils vivent pas uniquement de la musique. Voilà. Ok. Parce que, après moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout que malheureusement, il y a un gros manque d'accès à l'information sur comment vivre de sa musique et on pense que le buzz est indispensable, alors qu'avec tout ce qui concerne l'intermittence ou d'autres alternatives, il y a des artistes qui sont jamais pétés, ils arrivent à trouver chaussures à son pied, mais à faire des petits moves par-ci par-là tout en restant dans le milieu musical. Et c'était surtout cela que je voulais mettre en avant, c'est les schémas de carrière peuvent être tout aussi différents et variés en fonction des personnes. Ne pas chercher le buzz, parce que ne pas chercher le buzz absolument, si on l'a, tant mieux. Mais si y a d'autres alternatives pour réussir à développer sa carrière, c'était surtout ça, quoi. Mais en tout cas, merci pour ça et merci pour le travail qui est fait aussi sur le projet, parce que les exports dans des festivals comme la Holiday Inn ou autres, quand vous partez et tout, c'est riche, et c'est en ça que te recevoir sur la masterclass et en parler et savoir que tu as toutes ces casquettes en tant que vidéaste, photographe, entrepreneur, etc. Ça montre encore la débrouillardise et comment on peut faire avec ce qu'on a et installer des carrières, quoi. Donc chapeau pour ça, vraiment.
La prochaine question, ça sera pour Balou. Là, on va basculer sur l'aspect tremplin. En général, le processus du tremplin, c'est repérage. Après, il y a un suivi de l'artiste qui est repéré dans ce tremplin-là. Il y a un budget qui est développé pour l'artiste pour que lui, ensuite, il puisse installer une carrière. Normalement, c'est ça. Toi, tu es à l'initiative du tremplin Wave Live, ou en tout cas, tu es en étroite collaboration avec eux. Ce tremplin-là qui a permis à un artiste comme Vaga de s'exporter dans des médias nationaux. Plein de tremplins sont mis en place en Hexagone, mais peu sont mis en place chez nous. Comment faire pour que nos artistes soient repérés et bénéficient de ces budgets qui sont mis en place pour le développement artistique? Ok. Déjà, je vais revenir sur Wave Live. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, Wave Live, c'était une plateforme avec laquelle j'avais collaboré à l'époque. Et j'ai eu l'idée de mettre en place un espèce de concours pour repérer un talent et que le talent il bénéficie d'une mise en avant, de clips, d'un projet, etc., etc. Donc, on avait fait une collaboration comme ça. Et en fait, c'était par zone. Et je m'étais battu pour mettre la zone Caraïbes en tant que Guadeloupéen martiniquais. C'était important pour moi. Et quand j'ai vu le premier freestyle de Vaga, j'ai dit direct, c'est lui qui va gagner. Genre, j'ai dit, vas-y, c'est lui. Et ensuite, bon, il y a eu le deuxième tour. Il a gagné. Et après, fallait gérer le billet d'avion, fallait gérer les trucs. Et là, il y a eu des petits couacs avec Wave Live. Mais au final, le tremplin Wave Live, ça a plus été Vaga et Balou qu'autre chose. Donc, c'était, ouais, Vaga, il est venu. Et c'était en mode... vas-y, on est 2 semaines ensemble tous les jours, quoi. Et on y va, on fait 6 à ça ensemble. Et ils m'ont plus laissé tout seul gérer que voilà, leurs promesses, ils l'ont pas tenues. C'est moi qui a plus appuyé. On a fait quoi, Vaga? On a fait de la radio. J'ai essayé de studio, clip. Voilà, après, il venait au bureau, des petits conseils, on a fait un peu de tout. On a mangé, maffé. Mais comment ça se fait qu'ils soient si peu impliqués ou désolidarisés du En truc? fait, je dis la vérité. Je suis transparent sur tout. En vrai, si moi je dois donner un conseil aux artistes, ça va pas te plaire peut-être dans la question, hein, mais ils ont qu'à tous se faire foutre ces tremplins. Parce qu'en vrai, ils en ont rien à foutre de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. Et je le dis dans tous les CKO, ils en ont rien à foutre. Moi, j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé dans les trucs, ils en ont rien à foutre. S'ils le font, c'est juste par quota et ils le mettent à des moments sur des trucs tropicaux à 23h, à minuit, à je sais pas quoi. Ils en ont strictement rien à foutre. Et moi-même, je me suis battu même dans des médias où je bossais avec des mecs, même des mecs, des noirs. Hein, je leur disais, mais ils sont français déjà de base, techniquement. Ils sont censés être français, même si on sait que, voilà, on connaît le traitement. Pourquoi si on les ramène pas dans le rap français ou le ceci ou le R&B ou ceci? Pourquoi faut les mettre dans spécial rap anti ou rap tropical ou rap je sais pas quoi? Et c'était beaucoup de combats. Donc, en fait, moi, le conseil que je vais dire aux frérots qui sont en Guyane, etc., attendez même pas sur ces tremplins-là. Je suis désolé hein, si je casse le mythe, hein, mais attendez, je suis désolé, mais attendez pas sur ces tremplins parce qu'ils en ont rien à foutre de vous. Et aujourd'hui, vous devez être votre propre tremplin avec les réseaux sociaux, vous-même, TikTok, la force de la Guyane, la force de ce que vous êtes, vous entourez d'une bonne équipe et casser les codes vous-même. Aujourd'hui, on voit bien, on regarde par exemple, on prend un cas, par exemple, je vais prendre Martinique, Meryl. On prend un cas comme Meryl, au début, elle était très, on va dire, dans un style qui était plus à sonorité, entre guillemets, de la France hexagonale, etc. Et je sais pas ce qui s'est passé, puisque je la connais pas personnellement. À un moment, on l'a plus entendue. Et là, elle est revenue en mode que chata, dambo, bouillon, truc, dans son délire à elle. Et elle s'en fout, elle fait ses vidéos, face caméra, TikTok. Et elle fait trend sur trend, trend sur trend. Et là, son dernier truc, il fonctionne bien. Et elle s'est contentée que de... Voilà. Après, bon, forcément, peut-être qu'il y a des trucs de maison de 10, je sais pas, etc. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que étant dans les médias, ayant bossé avec plein de gens, des maisons de disques, etc., ils ont rien à foutre de vous tant que ça pète pas. Ça veut dire que si ça commence à péter, ils vont dire « Ah, mais la sonorité guyanaise, elle est bien, il faut les appeler, il faut aussi... » Donc, n'attendez pas à ce qui vous aide à péter parce qu'il n'y a personne qui va vous aider. C'est vous qui devez péter. Et quand ça pète, gardez la tête sur les épaules. Allez pas tout leur donner parce que c'est le truc qui se passe. C'est souvent quand ça pète, il y a tout le monde qui vient à vous.
Et là, tout le monde signe des comptas 360, 8%, etc., etc. Et ça se passe toujours mal. Donc, moi, je pense que la force, elle part de vous, elle part des réseaux. Et ensuite, après, vous devez être maître de vos carrières et de votre futur. Moi, c'est ce que je dirais parce que la plupart des choses que j'ai vues, franchement, le seul tremplin que j'ai vu. Ah non, je vais tirer, putain. C'est filmé, hein. Non, le seul tremplin que j'ai vu qui pousse un peu les artistes, bah, il l'a cité tout à l'heure, c'est Nouvelle École. Mais même Nouvelle École, parce que j'ai bossé avec eux, je peux pas. Non, même le côté Caraïbe, il était pas bien fait. Vas-y, il faut le dire la vérité. Quand ils ont fait, c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais c'est même pas. Mais je pense même pas, le pire, dans le cas de Nouvelle École, je pense même pas que c'était une volonté de mal faire. C'est plus un manque de connaissances, tu vois. Tu vois comment ils l'ont fait et tout. Ils ont fait Marseille, Paris, tous dans des lieux, ceci, cela. Et là, ils les ramènent derrière un bâcher, ils arrivent, on dirait, ils vont au bois. Non, c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi comment c'était fait. Et puis même, ils ont fait un truc qui était censé représenter la Caraïbe et ils ont mis que des Martiniquais, et je suis Martiniquais, hein, mais que des Martiniquais de la même commune en plus. C'était que des Martiniquais de la même commune. Donc le truc, il était mal fait. Mais je pense que, encore une fois, je veux pas dire que c'est tout le temps par racisme ou racisme systémique ou ceci, cela. Il y a aussi un manque de connaissances. Il faut savoir qu'ils ne connaissent pas notre réalité. En fait, la réalité des territoires. Je veux dire un truc tout bête, mais par exemple, quand il y a eu le truc avec le préfet guyanais qui s'est battu pour Spotify. Hein, le député, pardon, excusez-moi, le député guyanais qui s'appelle Lenaïk, d'ailleurs, comme moi, qui s'est battu, je vais le dire tout le temps, qui s'est battu pour Spotify, il y a eu Kalash, tout ça. Bah, c'est une réalité que, par exemple, en Hexagone, on ne sait même pas qu'il n'y avait pas Spotify aux Antilles, on ne sait même pas les problèmes tu vois, tous les problèmes digitales qu'il y avait. Moi, je les ai découverts sur le tard. Parce que même si j'allais souvent aux Antilles, moi, quand t'es sur Spotify à l'Hexagone, ça marche partout, t'es inscrit, voilà. Mais quand tu connectais ton compte, tu créais ton compte directement des Antilles, ben, c'était pas possible en fait. Et c'est des choses qu'on sait pas. Donc il y a aussi un manque de savoir. Ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un peu de racisme systémique en mode eux, c'est les noix de coco, ceci, cela. Mais c'est vraiment comme ça qu'ils pensent, hein, je mens pas. Hein, je suis même pas. Ils pensent vraiment comme ça. Et il y a le truc de manque de savoir. Donc en vrai, c'est triste, mais faut casser les portes, faut faire 3 fois plus que les autres, faut casser les portes et faut utiliser les réseaux sociaux. Et vous l'avez vu, hein, de toute façon, on regarde là, il y a eu One T1 qui a pété avec le bouillon, il y a eu plein d'artistes bouillons qui ont pété. Et après, il y a eu Théodora, après, il y a eu Adriano de Niska, après, il y a du bouillon, etc. Et tout le monde fait. C'est comme ça, c'est faut péter et après, ça suivra. C'est triste, mais c'est comme ça. Faut charbonner, malheureusement, et plus que les autres, avec la réalité du terrain. Malheureusement, en faire 10 fois plus, parce que ouais, nos conditions ne nous permettent pas de rivaliser avec les mêmes armes, on va dire. Mais pour continuer sur tout ce qui concerne les tremplins, une question pour Vaga. La question, c'était, en fait, tu as été lauréat de Dokolari, et là, ensuite, tu as été lauréat de ce tremplin Wave Live avec Balou. Balou, il a déjà plus ou moins répondu à la question que j'allais poser, du coup, je vais un peu la remanier. Ma volonté, ce serait de savoir, est-ce que tu estimes avoir été accompagné correctement au départ de la Guyane pour cet export-là? Et selon toi, il a manqué quoi pour que tu sois accompagné correctement pour aller... si tu estimes que tu n'as pas été accompagné correctement, qu'est-ce qu'il a manqué pour que les choses soient bien faites et que tu puisses pérenniser ta carrière et installer les choses encore un peu plus? Bien que là, ça a bien été converti, hein, mais peut-être que tu aurais voulu encore plus. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Au début, pour revenir sur le concours là, Wave Live, au début, je travaillais à Matouré. Je travaillais 2 ans à Matouré. Et j'ai laissé le travail. Hein. Je suis parti, j'ai pris mon billet d'avion. Et c'est comme ça que j'arrive sur Balou. Hein. J'ai pris mon billet d'avion, coup de tête, j'ai dit, j'ai gagné un concours, je sais pas où ça peut me ramener. Moi, j'ai foncé tête baissée, t'as capté? Et on va dire que accompagné, vraiment, non. C'est lui, comme il t'a dit. Hein. On s'est débrouillé à 2, on était là, et puis voilà, on a charbonné. Hein. En Guyane, c'était le désert, du coup. Je pars de Guyane tout seul, ouais, je pars de Guyane tout seul. J'arrive là, il y avait les gens, il y avait tout le monde là qui a dit, ouais, il faut faire, ouais, t'as gagné et tout, mais en termes d'accompagnement tout seul, jusqu'à aujourd'hui, je suis tout seul.
Les gens pensent que vaga, je suis tout seul. C'est juste, je pense que je suis resté concentré, même si des fois, ou pas vraiment concentré entre deux, trois caipis. Hein. On n'est pas trop concentré. Mais te connaître, mais en vrai de vrai, c'est ça que c'est. Je pense que j'avais pas peut-être l'accompagnement aussi parce que les gens, l'entourage en elle-même n'était pas prêt aussi à ce truc-là aussi, tu vois. Parce que tu connais, en interne, tu connais mon entourage vraiment ici. Partir, quand je leur dis, ils étaient pas chauds. Ils étaient pas vraiment, viens, reste près du chinois, on va boire, t'as capté, c'était ça. Non, mon entourage, c'est ça. Aujourd'hui, je l'assume, tu vois, c'est vraiment des gens comme ça, tu vois, mais j'ai capté, je vous aime beaucoup, mais je peux pas rester avec vous. T'as capté ou pas? C'est ça qui a fait, j'arrive, je pars à Paname, et puis moi, j'avais la dalle, il sait déjà. J'avais la dalle, j'avais faim. Parce que j'aime la Guyane et tout de fou, j'ai commencé avec le dancehall, la famille, mais il n'y a pas beaucoup de rappeurs ici, comme on parlait à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs, il n'y a pas de rappeurs. Et c'est ça que je veux, moi, en fait. Je veux qu'il y ait plus de gens qui viennent, qui ramènent. Ben, quand j'arrivais, j'ai parlé de ça avec lui. Et le rap français, je kiffais déjà. Comme par hasard, ma lune et musique, c'est ses cousins. Donc, des fois, j'étais là-bas aussi, au studio avec Nino. Donc, il n'y avait pas d'hasard, tu vois. Et ouais, justement. Et après, est-ce que maintenant j'ai utilisé le plein potentiel et tout? Je dirais que si j'avais peut-être le bon entourage avec moi, oui, Mouté qui fait des dingueries, t'as raison. Mais j'avais pas d'entourage. J'avais pas d'entourage. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire sans l'entourage, au fait. C'est un truc de ouf. T'as capté? Parce que ce que tu as réussi à faire sans entourage, justement, c'est fou. Et c'est encore une fois ce que je souligne sur le fait que nous sommes tellement habitués à faire avec des miettes, avec ce que nous avons. Là où, voilà, j'ai été étudiant à Reims, j'ai fait un tremplin à Reims, où quand tu es lauréat d'un tremplin, il y a tout un dispositif avec les SMAC qui se mettent en place, qui fait que tu peux rencontrer un attaché de presse qui te met en contact avec les Inrock, qui te met en contact avec ci, ça. Ici, rien. Ici, t'es lauréat, t'es lauréat. Même nos Grammy Awards, c'est-à-dire les victoires de la musique d'ici, quand t'es lauréat, après, il n'y a pas de suivi, quoi. Et c'est ça qui est dommage, ça permet pas d'installer les choses. Mais c'est ce face à quoi on se bat et le travail continue en vrai. Question pour Mamad. Et ça sera la dernière pour moi et après, ça sera à vous de jouer si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Tu as rencontré Balou lors d'une masterclass en Martinique. Selon toi, justement, ce format-là de masterclass serait-il le meilleur tremplin pour nos territoires? Ouais. En fait, en effet, quand je rencontre Balou, pour te mettre vraiment tout le contexte, tu vois, c'est en 2021. Je vois une annonce sur son Insta où il dit qu'il va faire une masterclass en Martinique. Tu vois, il va faire une masterclass en Martinique, tout ça. Et à ce moment-là, moi, je suis étudiant. Tu vois, je suis étudiant et je parle à mes amis et tout. Comme quoi, ce que tu dis sur l'entourage, c'est réel. Je parle avec mes amis et tout. Ils me disent, non, s'il passe en Martinique, obligé, il va passer en Guadeloupe. Je réfléchis, je me pose. Je me dis, pas sûr, hein. Pas sûr. C'est pas obligatoire, genre, tu vois. Et après, je continue, je discute. Et c'est quelqu'un, vraiment, j'aurais jamais cru que cette personne-là m'aurait donné un bon conseil. Je crois d'ailleurs que cette personne-là m'a donné un seul bon conseil de toute sa vie. Je crois même que c'est le seul bon conseil qu'elle a donné de sa vie. Pour être totalement honnête, la personne m'a dit, s'il y a un truc là-bas, va chercher, va prendre. Tu vois? Donc, moi, je me pose, je suis étudiant, je suis broke de ouf, mon gars. Et c'était le Covid, donc il n'y avait plus le bateau entre la Guadeloupe et la Martinique. OK? Donc, il restait que l'avion. Alors, l'avion, c'est 20 minutes de vol et 250 €. OK? Le bateau, c'est 50 € à la base. Bon, c'est 5 heures de navigation, mais on s'en fout. Tu vois? Moi, et comme par hasard, il n'y a pas le bateau. Donc, je suis obligé de prendre l'avion. Je suis étudiant, je suis broke. Du coup, je me dis, vas-y, je vends mon ordinateur. Je vends mon ordi, 250. Je paie le billet, 250. Après, je gère pour qu'on me dépose à l'aéroport, tout ça. Et c'est quand je décolle, je réalise que sur mon compte, il me reste que 5 centimes. 7 centimes, en effet. Ouais. 7 centimes. Et là, je me dis, OK, je vais faire une semaine en Martinique. J'ai 7 centimes. Ah, gars, va falloir que je fasse des vraies choses. Hein. Des vraies choses. Et du coup, j'arrive, je croise Balou dans le hall de l'hôtel et je lui dis, yo, tu sais qu'il me reste que 7 centimes sur mon compte? Et il rigole et tout. Vous savez, il y a quelques mois, il a compris que c'était vrai. Hein. Il y a quelques mois, il a compris que c'était vrai. Il s'est dit, vas-y, on fait des blagues et tout.
Tu vois, du coup, sur le coup, j'ai fait all-in. J'ai menti tout le monde à l'école. J'ai dit j'allais étudier les administrations, le social en Martinique. Que dalle. C'est la masterclass que j'étais allé faire et tout. Et au final, je pense que ce genre d'échange de connaissances, ça peut être que bénéfique. Parce que le frérot, il est passionné et il aime transmettre. Et j'aime dire qu'en fait, la connaissance, c'est la seule ressource qui se multiplie. Genre, c'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, tu vas voir un arbre, si tu cueilles un fruit, tu as un fruit. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la connaissance, toi et moi, on va discuter. Ta connaissance plus ma connaissance, ça va en donner une troisième. C'est pour ça qu'en fait, une somme d'idées, ça peut initier un mouvement qui peut faire avancer quelque chose, tu vois. On peut changer quelque chose même à notre petite échelle. Et en fait, il arrive avec des informations précieuses parce qu'il a quand même 15 ans de carrière dans un milieu qui n'est pas facile et surtout et des expériences de vie qui sont ouf. Et surtout, il est proche de nous, il saura comment communiquer avec nous. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais tu dois pouvoir t'identifier à la personne qui donne des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout qui s'intéresse aux réalités et aux problèmes. Tu vois? Combien de fois, des fois, on parle aux gens, il y a des gens qui viennent de l'Hexagone, des fois. On leur dit, ouais, il y a des soucis, il y a des problèmes, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et les gens font, ok, ok, ok. Et bien, ils repartent et ils s'en battent les couilles. Tu vois? Alors que quand quelqu'un vient et pour transmettre, ça ne peut être que bénéfique. Et ce genre de format, c'est des bons formats parce qu'on est souvent habitué au modèle, ouais, c'est l'école, on arrive, on s'assoit, et puis c'est tout. Le truc, c'est que dans une masterclass, tu as souvent un professionnel qui a vraiment fait, qui a agi et qui connaît non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui a pas de prix au final. Donc, le format masterclass, je pense vraiment que c'est un format qui doit continuer parce que ce soit nos peuples ont les mêmes problématiques. Il y a toujours eu un souci de transmission. Tu vois? Les traditions, elles se perdent. Et les traditions et le savoir même. Tu vois? Donc, avoir des gens qui arrivent et qui transmettent de façon avec une vraie vibes, des connaissances que tu n'aurais pas eues au final. Parce qu'au final, les gens, des fois, ils voient le prix d'une masterclass et ils disent, ah ouais, je ne vais pas payer ça. Je ne vais pas payer ça pour entendre quelqu'un parler. Mais le truc, c'est que tu ne paies pas un prix. En fait, tu paies des années d'expérience dans un domaine qui vont être résumées en 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vis-à-vis de ça, je pense que si le plus important à faire quand tu veux évoluer, progresser dans la vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'artistique ou dans l'entertainment, c'est investir d'abord sur toi. Toi-même, tu as dit, frérot, tu as quitté le travail, tu vois, tu as quitté le taf, tu as fait all-in et tout. Toi, tu dépenses des budgets pour les décorations, pour le boudin et tout. D'ailleurs, j'espère qu'il te reste des pâtés, frérot, j'ai faim de ouf. Mais genre, c'est-à-dire que tu investis sur toi-même malgré tout parce que tu sais que c'est ça qui va faire la différence. Et en fait, tu ne peux pas être radin avec toi. Il faut investir sur soi. Soyez radin avec les autres si vous voulez. Soyez radin dans vos relations si vous voulez. Mais soyez pas radin avec vous parce que au final, la seule personne qui sera toujours là, c'est vous-même. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous, à aller chercher l'information et surtout à une époque où l'information, elle est quasiment partout. Et, et je trouve ça incroyable ce que vous faites avec ton équipe, honnêtement, surtout que comme je te l'ai dit, tu décentralises le truc. Parce que non seulement tu fais une masterclass, donc tu apportes de la connaissance et tout, mais tu es un mec d'ici, tu es un mec de Roura. Et quand on était sur le fleuve et tout, tu nous parlais de façon passionnée de ta ville, des richesses, de l'histoire du truc et surtout de cette volonté de décentraliser les choses. Là, tu as fait des gens se déplacer et c'est pas rien, genre, tu vois. Donc, faut pas minimiser ce genre de truc-là. C'est-à-dire que même dans ton identité, afro-amazonienne, afro-caribéenne, tu as aussi une identité de mec de Roura et ça, tu l'imposes et big up à vous pour ça, vraiment. Merci, man, merci. Merci mille fois pour ces mots, vraiment. Merci, ça encourage, ça booste. Parce que, bon, apparemment, c'est pas tous les jours faciles, mais enfin, avec, ça fait plaisir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des questions, vous levez la main. Il faut juste qu'on enregistre pour le podcast, donc il faudra se rapprocher le plus près du micro. Et puis, on y répondra. Qui a une question? Ah, c'est que ça a été clair. C'est technique. Je peux la poser? Bonjour à toutes et à tous.
Moi, c'est plus par rapport aux plateformes. Bon, on avait eu un petit peu la discussion sur le plateau, mais ça n'a pas encore été très clair. Alors, ben, ça a été intéressant puisque tu as parlé de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par une formation si jamais on voudrait exceller sur tout ce qui est YouTube, TikTok? Parce qu'en fait, on peut poster, ça pète, ça fait le buzz, mais en fait, il y a des paramètres, selon moi, qui seraient importants à avoir pour pouvoir maintenir en fait cette performance. Et je voudrais savoir, est-ce que vous, sur YouTube, sur Twitch ou quoi que ce soit, est-ce que vous appliquez une certaine technique pour pouvoir améliorer la visibilité et faire en sorte que ce soit monétisable? Parce qu'en plus, TikTok ici, en Guyane, ça ne rémunère pas. Je crois que le fonds créateur a été ouvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que je fais, ça fait erreur. Quoi? T'as 10K? Ouais, plus. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Ouais, dingue. Parce que, en fait, quand ils l'ont ouvert en Guadeloupe-Martinique, ben, ils étaient censés l'ouvrir en Guyane en même temps. Ah. Et c'est ça le souci. T'es sur Internet? Oui. Il y a des difficultés, mais ça passe. C'est pour me dire. Ouais. Ouais, vas-y, sûr. Pour répondre à la deuxième partie de la question, totalement. Nous, en fait, dans notre travail, c'est qu'on analyse tous les jours les algorithmes, les réseaux sociaux, etc. Parce que ça bouge beaucoup. Et en vrai, te donner la stratégie par réseaux sociaux, ça mettrait énormément de temps. Tu vois, c'est vraiment des heures et c'est notre passion en plus. Mais par exemple, sur YouTube, il y a tellement de fonctionnalités. Genre, YouTube, tu peux poster une vidéo, comme tu peux faire un live, comme tu as un onglet communauté qui ressemble un peu à un post Instagram, où tu peux faire des sondages qui s'adressent à ta communauté, mais aussi qui peut toucher des gens extérieurs qui ne sont pas abonnés à toi. Tu as les shorts qui sont un peu l'équivalent des Reels et de l'algorithme TikTok. Les shorts, en fait, l'idée, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes sans avoir d'abonnés. L'algorithme, en fait, il fait un calcul entre le watch time de ta vidéo, c'est-à-dire le nombre de temps que les gens regardent ta vidéo, les commentaires, l'interaction et le sujet. Et en fonction d'eux, elle propulse ta vidéo aux gens qui sont intéressés. Et par rapport à leur réaction à la vidéo, elle propose à de plus en plus de personnes s'il y a des bonnes réactions. S'il y en a moins, elle propose à moins. Mais en gros, pour faire clair, les shorts sur YouTube, ça te permet de toucher un maximum de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité sur YouTube Shorts qui te permet de relier un YouTube Shorts à une vidéo YouTube. Donc ça veut dire que si tu fais une vidéo longue, par exemple un podcast, et que tu découpes des extraits et que tu les mets en shorts, et que les shorts ils fonctionnent, tu peux relier le short à la vidéo YouTube, ce qui fait que les gens qui voient le short, ils peuvent cliquer et aller sur la vidéo YouTube. Donc ça, c'est une stratégie. Il y a aussi la possibilité d'avoir des abonnements payants sur YouTube, et avec ça, tu peux créer une économie. Je pense à un mec que je regardais qui avait une page de manga, qui avait que 1500 abonnés sur YouTube, mais comme il faisait des lives et que les gens qui devaient commenter, ils devaient être abonnés de manière payante, il avait créé un écosystème comme ça et il avait, je crois, 400 personnes abonnées et c'est minimum 5 €. Donc tu fais 400 x 5, ça lui fait déjà une petite économie alors qu'il a que 1500 abonnés, tu vois. Et après, c'est toi qui choisis les levels. Donc ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple, tu es un coach sportif, tu veux faire du coaching en live à des gens exclusifs, bah, tu mets des niveaux. Ceux qui payent 10 €, ils ont accès à ça. Ceux qui payent 50 €, ils ont accès à ça. Et tu proposes. Et en fait, tu peux l'adapter à tous les projets. Pareil pour l'entrepreneuriat, si tu veux donner des cours, tu peux le faire. Et en fait, chaque réseau a des fonctionnalités différentes et a sa manière de fonctionner, tu vois. Donc, ce que je t'ai dit là sur YouTube, il y a une stratégie aussi sur TikTok. Sur TikTok, il y a les lives, il y a les abonnements payants, il y a les séries, il y a plein de choses, tu vois. Il y a TikTok Shop aujourd'hui. J'ai vu même des gens qui font des 5-6 000 € par mois juste avec TikTok Shop. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent leur journée à faire de la pub et qui mettent le lien TikTok Shop et qui récupèrent, en fait, une fois que les gens achètent via ton lien, tu prends un pourcentage d'une commission. Tu vois, comme il y a des gens qui sont que en live toute la journée. Il y a des gens qui ont des agences live aussi. Il y a des gens... Tu vois, en fait, il y a, par réseau, il y a au moins 40 fonctionnalités. Donc là, si je devais te parler des réseaux, je prendrais 5 heures minimum, tu vois. Mais pour te dire que si tu te poses, le conseil que je te donnerais, c'est pose-toi, va sur YouTube. S'il y a des masterclass comme Tout Be Free, etc., prends-les.
Mais si là, il n'y en a pas dans les jours à venir, pose-toi, va sur YouTube, tape TikTok, etc. Regarde toutes les stratégies et tu vas voir TikTok, YouTube, Insta, Snapchat, avec les spotlights, etc. Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent Facebook. Mais Facebook, il y a de l'argent aussi. Il y a plein de choses. C'est l'une des plateformes en plus pour faire de la pub si tu as un site qui fonctionne le plus. TikTok aussi, les TikTok ads, ça marche bien. Donc, en fait, moi, les gens, ils voient que mes vidéos, ils voient que le résultat, mais j'analyse tous les algorithmes, toutes les fonctionnalités, je comprends, j'analyse et j'adapte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux avoir 1 million de personnes sur Facebook, 715 000 sur TikTok, 400 et quelques mille sur Insta, 200 000 sur Snap, etc., etc., 600 000 sur une page YouTube, 200 000 sur une autre. Et j'ai plein de pages comme ça, mais c'est parce que les gens, ils pensent que c'est parce que je poste et que mes vidéos, c'est soit galerie, soit des interviews, soit ceci. Mais c'est pas ça. C'est 95% d'apprentissage, d'analyse et de compréhension des algorithmes. Donc voilà, vraiment. Et ça, c'est le nerf de la guerre, de comprendre. Et c'est ce que je dis aux gens. Tout se passe avant la création de la vidéo. La création de la vidéo, c'est le plus facile limite. C'est genre, ça me met une vidéo, tu peux demander. La vidéo, si tu vois qu'elle dure 10 minutes, ça m'a mis 10 minutes. Tu vois, je mets rec, 10 minutes, off, c'est fini. Des fois, il n'y a même pas d'édit. Donc, le plus dur, c'est pas la vidéo. Le plus dur, c'est comprendre les réseaux, se créer une stratégie, trouver ton pourquoi, savoir ce que tu veux faire, quelle niche tu veux toucher, et ensuite, écrire ta vidéo. Tout ça, c'est facile. C'est le plus facile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que mon micro arrive jusque là-bas? Bonsoir. En même temps, c'est bon. Alors, ma question, c'était pour Vaga. Alors, j'ai trouvé intéressant l'expérience qu'il a eue d'avoir gagné un concours en métropole. Et il a dit, enfin, tu as dit du coup, que tu étais tout seul. Et j'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Est-ce que c'est vraiment un soutien financier, par exemple? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est le soutien même du peuple guyanais? En fait, qu'est-ce que tu aurais plus voulu avoir à ce moment-là? Le soutien, c'est tout ça. Soutien financier, accompagnement, soutien moral aussi. Hein. Des fois, tu as besoin d'avoir des bons potos, te rappeler, oh, ton objectif, c'est ça, tu as capté. Mais ouais, je pense que ouais, il manquait ça un peu. Mais comme il a dit, c'est toi et toi-même à la fin au final. Donc, comme c'est toi et toi-même, c'est à toi-même de te capter, toujours te motiver. C'est une auto-motivation que je me faisais tous les jours. Tous les jours, je me disais, regardez, je suis tout seul, c'est un peu chiant. Je voyais les collègues qui sont accompagnés. Pau! Je dis, tiens, je suis tout seul, tout le monde me connaît, mais je suis moyen. Ah ouais, mais c'est l'entourage. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est que je pense quand même savoir, il faut s'adapter aux situations. Et moi, je me suis toujours adapté à ça. On arrive justement, pour revenir sur le live, c'est-à-dire, il y a des quicks, il y a des quacks, on s'adapte. On essaie de continuer d'avancer. Ouais, c'est toujours comme ça. Et ouais, c'est vrai que je pense que si j'avais plus cet accompagnement-là, ce soutien moral, soutien financier, parce que tout, c'est moi. Tous les trucs que j'essaie de faire, c'est moi. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et ouais, je pense que ouais, j'aurais débloqué plus de portes. Mais je crache pas de la soupe. Jusqu'à aujourd'hui, on a quand même ouvert des portes que je m'attendais pas, tu vois. Aujourd'hui, on est quand même avec Balou. Il y a Balou en Guyane. Il y a la masterclass prend de plus en plus d'ampleur en Guyane, tu vois. Donc, je peux que être fier. Je peux que être fier de tout ça et de voir que, avec son ton, quand même tranquille, tu vois. Parce qu'on a grandi à Roura, si vous voulez, la famille. C'était chaud. Tout, c'est chaud. Roura, on va aller pécho, on va aller faire ça, c'est chaud. Oh, tu dis à une fille de venir, non, je peux pas, t'habites loin. T'as capté ou pas? On a grandi dans ça. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé en mode, ah ouais, je peux pas. Et aujourd'hui, tu comprends, c'est toute cette motivation-là qui fait que Roura, c'est loin, t'habites loin, nanana, qui. Je dis, ah ouais. Faut que moi-même, je sois. Si personne va venir là me dire, yo. Ah ouais. À part les poteaux pour boire et tout, t'as capté, ils sont là. Oh, le dernier clip a bien, NSI, tu vois. Ça, c'est facile. Mais non, je pense qu'il faut toujours être motivé déjà de toi-même à la base, de toi-même, tu dois être motivé. Après, l'entourage, si ton entourage est derrière solide, oui, tu pètes tout. Merci pour cette question Ouais, et merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, on a encore du temps devant nous. Levez juste la main et c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'était plus une question pour Balou. T'es quand même passé d'un créateur de contenu sur des sujets qui étaient un peu niche à l'époque, donc tout ce qui était l'actualité rap, etc. Sur aujourd'hui, t'es devant de la scène avec l'entertainment. Et je voulais savoir comment tu vis le fait de devoir toujours créer plus de contenu sur des sujets qui plaisent à de plus en plus de gens. Et comment tu fais pour continuer ce rythme qui est quand même un peu assez fou entre les lives, les vidéos.
Et est-ce que parfois, tu as besoin de périodes où vraiment tu te dis je peux plus? Franchement, j'ai pas de période où je me dis je peux plus. J'ai des périodes où je poste pas parce que je réfléchis à des choses, mais pas de période où j'ai envie d'abandonner. En fait, moi, je le vois même pas en travail ce que je fais, dans le sens où, pour moi, la partie taf, c'est la partie compréhension, c'est la partie business, c'est la partie stratégie. C'est cette partie-là, la partie taf pour moi. La partie entertainment, où je dois faire des vidéos ou des interviews ou ceci, cela, c'est ce que je faisais déjà dans ma chambre à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans avec mes gars. C'est ce que je faisais au collège quand je jetais des tables sur les profs. Non, bon, je retire ce que je viens de dire. Mais quand j'étais con, tu vois, j'étais déjà dans ça. Ça veut dire que, en fait, même aujourd'hui, des fois, je suis posé avec mes gars et tout, et je me dis, on a quand même de la chance de pouvoir vivre de ce qu'on fait, tu vois, parce que des fois, je regarde, je suis posé, je fais une vidéo, ça rapporte de l'argent, je peux me permettre de faire vivre plusieurs personnes autour de moi, tu vois. Et c'est quand même... c'est une chance, mais en même temps, on a beaucoup travaillé. Mais j'ai pas cette peur de la création. La créativité, je pense que ça s'arrêtera jamais. C'est une force que j'ai en moi depuis que je suis jeune. Mais le truc qui est dur et sur lequel on doit bosser, c'est la stratégie, les réseaux sociaux, la compréhension, tu vois. C'est des trucs tout bêtes. Par exemple, il y a des formats, des fois, que tu tentes sur un réseau, ça prend pas et ça va pas prendre parce que la vidéo, elle est nulle, mais des fois, peut-être que c'est pas le bon format, c'est pas le bon réseau, c'est pas la bonne heure de diffusion, c'est peut-être pas le bon cadre, c'est peut-être pas... Et c'est plus ce côté-là sur lequel je bosse le plus que la création. La création, c'est vraiment... En fait, on fait tellement des conneries des fois que on est posé, c'est naturel, tu vois. Genre, quand on fait les délires avec la cousine de Mamad, tu te doutes bien que ça, on réfléchit pas. On réfléchit pas, ça vient naturellement. Même en vrai, je vais même te dire, CKO, les interviews, on les écrit même pas. Des fois, tu vois, c'est vraiment... En fait, on a envie que ça soit une discussion. Tu vois, genre quand on ramène un Booba, toutes les questions qu'on pose, c'est vraiment des choses qu'on veut savoir, en fait. Il se passe quoi avec Damso? C'est une question que tout le monde veut savoir. Nous, on veut le savoir. Tu vois, quand on se pose, on parle avec les artistes, c'est... On veut pas être des journalistes. On veut juste être des mecs passionnés comme toi, moi, et représenter le mec qui est chez lui, qui se dirait, mais... Putain, mais en fait, pourquoi il fait ça, lui, etc. Et c'est ce qu'on essaie de représenter. Donc, on voit même pas cette partie, la partie créative, je la vois pas comme un taf. Je la vois comme un kiff. Le taf, c'est vraiment la partie stratégie, business. C'est ça, c'est cette partie-là qui est une partie taf. Et en fait, je vais même pousser le truc, c'est que moi, je scinde mon travail en plusieurs parties. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais lancer un projet comme CKO, il y a 4 phases. Il y a la phase où on se pose avec Chris, qu'est-ce qu'on va faire, comment on l'appelle, etc. Ça, c'est une partie que je kiffe, c'est la réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire, le logo, il va être comment, nanana. C'est cool. Ensuite, une fois qu'on a cette partie-là, on va réfléchir à, OK, maintenant là, comment on va toucher les gens, quel marketing on va faire pour toucher les gens. Et là, ça, c'est ma spécialité, parce que je la lie un peu à la créativité. Et pour CKO, je faisais énormément de tweets où je disais on arrive, la culture, ceci, cela. Et après, j'avais créé une espèce de petite stratégie marketing où, vu que c'était Chris et moi, je nous remplaçais par des duos iconiques de la culture. Genre, à un moment, je nous ai mis en Kobe et Jordan, à un moment, Goku et Vegeta, ceci, cela. Et je partageais ça quotidiennement et je faisais monter la sauce jusqu'à ce que la première vidéo elle sorte. Et après, c'est la partie écosystème. C'est la partie que je déteste le plus. Parce que bah, tu dois. Je la déteste, mais elle est très importante. C'est tu dois réfléchir comment tu. Ok, c'est bien, tu crées, tu ceci, mais comment tu fais de l'argent avec? Est-ce que c'est de l'argent, tu comptes que sur toi-même? Est-ce que tu vas chercher des deals? Est-ce que tu dois créer un produit dérivé, du merchandising? Est-ce que tu dois créer quelque chose? Est-ce que il y a de l'événementiel à faire? Est-ce que tu réfléchis à tout ça? Et après, bah, la partie création vidéo et promotion, et ça, c'est de l'amusement. Donc voilà. Merci pour cette réponse. Et sur ce que tu viens de répondre, en fait, à un moment, tu as parlé du fait de créer de l'emploi autour de toi avec tes projets. Moi, j'aurais une question pour Yuri.
toi qui as cette structure à Cayenne, tu crées de l'emploi. Tu as un alternant qui a eu son diplôme il y a, je crois, cette année ou l'année dernière. Bref, avoir ce poids sur les épaules, d'embaucher des personnes qui, eux, ont des familles et du coup, être avec ce poids-là qui repose sur tes épaules, comment tu te sens en fait? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que, en termes de santé morale, mentale, est-ce que ça pèse? Comment tu te sens en fait, en tant que chef d'entreprise, pardon? Alors, en vrai, je vais dire qu'il y a eu plusieurs phases. Au début, tu stresses de fou. Et après, tu comprends qu'en vrai, être entrepreneur, c'est débuter le mois à zéro et finir le mois à zéro. Et avoir à payer tout ce que tu as à payer entre-temps, tu vois. Donc, c'est des charges ajoutées, mais tout se calcule, en fait. Si tu vas ajouter des charges, tu vas ajouter des bénéfices. Donc, en vrai, si tu as pu te permettre d'embaucher quelqu'un, c'est parce que le roulement et tout ce que tu as administré autour va te permettre de générer davantage, tu vois. Dans mon cas, je me suis retrouvé embauché parce que parallèlement au business, à la réparation de téléphone, je suis aussi manager, je suis aussi vidéaste et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de me dégager du temps. J'ai un petit qui est arrivé, comme je vous l'ai dit l'autre jour. J'avais besoin de pouvoir aller bosser 3 heures et puis rentrer chez moi à faire de la prod pendant 7-8 heures, tu vois. Donc en vrai, j'ai trouvé un roulement avec ça. Et comme je t'ai dit, c'est une stratégie sur le long terme. Donc au début, ça te stresse parce que tu te demandes comment tu vas faire pour payer son salaire à la fin du mois, payer le loyer de la boutique, payer tes fournisseurs, payer les charges, payer l'URSSAF. D'ailleurs, big up l'URSSAF. Merci l'URSSAF. On travaille pour vous, nous sommes vos... Voilà. Et... Non. Ils appellent pas le soir encore. Ça viendra. Ils envoient des mails par contre. Mais ouais, en vrai, au début tu stresses et après tu comprends que ça devient ton quotidien, tu vois. Arriver au 15 du mois et te dire que tu as payé tout ce que tu avais à payer et que là tu commences à coffrer pour la fin du mois suivant, ça devient une routine. Mais au début, t'as pas ça, tu vois. Parce que dans mon cas, j'ai pas eu de mentor ou de gars qui avait déjà fait, qui m'a dit vas-y Yuri, ça va se passer comme ça, il faut que tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est des bouquins, c'est des formations, c'est des vidéos YouTube, c'est... Tu vois. Et en vrai, c'est le mindset depuis le début. Je sais faire du business, maintenant il faut l'administrer. Il faut faire du légal, il faut faire du propre, il faut tout rentrer, il faut... Tu vois. Tes clients, il faut pouvoir créer un lien avec eux. Il y a plein de trucs à voir. Il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus stressants que de pouvoir créer de l'emploi. Et créer de l'emploi, je dirais que c'est monstre parce que, au bout du compte, quand tu vois ce que la personne arrive à développer, les projets qu'elle arrive à envisager, d'une part, tu te dis que c'est grâce à son boulot en vrai. Mais tu as administré tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu vois que les gens avec qui tu bosses sont à l'aise dans leur travail, tu vois. Moi, je suis le genre de patron, j'ai mis une Xbox, j'ai vu, il jouait pas, j'ai mis une Play 5. C'est-à-dire, des fois, il n'y a pas de clients, on n'a rien à faire. Il y a un moment creux dans la journée, vas-y, on se tape un match UFC, c'est qui va balayer la boutique? Vas-y. Voilà, fluide. Nice, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Merci, bonsoir tout le monde. J'ai une question pour un peu tout le monde. C'est est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, notamment pour les musiciens, de créer du contenu en dehors de la musique pour pouvoir exister et s'expandre auprès d'un nouveau public et même contenter le public déjà acquis? On parle de contenu non musical. Genre pas de playback, pas de freestyle, pas tout ça. On parle de contenu non musical. C'est une très bonne question. En fait, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a des profils qui fonctionnent très bien sans. Et ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Mais je pense que aujourd'hui, malheureusement, on est dans une phase de la musique où les artistes, et c'est pareil même dans le cinéma en vrai, et dans tous les domaines, les artistes en fait, pour exister, vu qu'il y a énormément d'artistes, ils vont devoir faire plus que juste, à l'époque, faire de la musique, vendre un album, faire de la promo dans les médias et c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux, il y a du contenu, des millions de vidéos tous les jours. Donc en fait, si tu sors un clip tous les 3 mois,
Le clip, les gens, ils regardent même pas déjà. Le clip, ils regardent plus. Ils vont consommer et ils vont passer à autre chose. Donc, ça dépend du profil. Ça, je dirais, là, on parle vraiment pour le profil de la personne qui débute. Je pense qu'au début, tu peux, et encore une fois, ça dépend de ton profil, mais si tu as cette force et cette capacité, tu as des choses à montrer, à proposer, des talents, etc., moi, je conseille de le faire. Tu vois, de documenter peut-être tes séances studio, peut-être documenter, je sais pas, ton écriture, ou s'il y a des choses autour aussi, si tu as une personnalité forte. On prend l'exemple NASA. Aujourd'hui, c'est 90% de ça, de vidéos, de ceci, mais parce qu'il a la personnalité pour. Tu vois, là où je sais pas, peut-être un Kerry James, je le verrais pas faire ça, tu vois. Ça collerait pas, tu vois. Donc, il faut vraiment que ça colle aussi avec le personnage. Mais malheureusement, et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on remarque, aujourd'hui, les artistes, ils doivent faire plus que juste de la musique. Tu vois, mais c'est propre aussi à l'acting, tu vois. Tu prends les acteurs. Les acteurs, aujourd'hui, bah, ils voient les streamers, les ceci, cela, ils voient que tu regardes un Michael B. Jordan, il gagne moins que Kai Cenat. Tu vois, c'est la réalité, tu vois. Denzel Washington, il le dit, il a jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Même, je pense qu'il a gagné moins que Kai Cenat aussi. Tu vois, pour le dire, c'est fou. Et aujourd'hui, tu le regardes, tu prends Will Smith, c'est un créateur de contenu maintenant, Will Smith. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la période où t'as un film à promotionner ou t'as un album à promotionner. Ok, tu fais 2-3 plateaux télé, 2-3 radios, 2-3 médias web et les gens, ils achètent l'album. Non, aujourd'hui, il faut faire plus. Regarde Cardi B. Cardi B, elle a sorti son album récemment. Elle fait du contenu tous les jours. Elle va dans les métros, elle va dans les trucs. Elle fait des vlogs, des ceci, des cela. Parce que malheureusement, on est dans une ère... Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Parce que ça permet aussi à des gens qui n'ont pas de budget de péter. Mais aussi, il y a des gens qui sont purement artistes et qui n'ont pas forcément envie d'avoir une case d'influenceur. Bah, malheureusement, eux, ça les met en galère, tu vois. Donc, c'est compliqué, mais comme je dis, ça dépend du profil. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Yamé, lui, il n'a pas forcément fait des vidéos, vlogs, etc. Mais c'était beaucoup de fast cam où il faisait des freestyles, des sons, des ceci. Et ça a fonctionné pour lui, tu vois. Il y en a d'autres, hein. Lamano, tu prends Lamano, lui, c'était pas de la création de contenu, mais il mettait sa musique, il fait des danses, je sais pas, accéléré, truc, nanana. Et wow, il est tombé fort celui-là. Ah ouais, il était speed. Et ça a pris, tu vois. Donc en fait, c'est en fonction du profil, c'est en fonction de ta force, et voilà. Mais je vais pas dire aux artistes devenez des influenceurs. Non, jamais. Ça dépend de l'artiste, quoi. Ouais. Excuse-moi, pardon. Tu fais comme l'heure, ça, tu retiens. En vrai, je pense que c'est important de développer quand même son capital sympathie. Ou à contrario, de te faire détester. Tu vois, il n'y a pas de mauvais buzz en vrai. Quand tu regardes Ye, c'est un gars, il fait n'importe quoi, mais il fonctionne toujours. Et à contrario, ben, les gens, ils aiment être proches de toi. Ils aiment démystifier l'artiste. Se dire, ah, ben, c'est un gars comme nous, en fait, il mange de la laitue et des tomates, tu vois. Ça aide. En vrai, c'est important. Mais tu peux jouer sur le mystère aussi et te faire rare. Après, ça dépend. Tu peux vite te faire oublier aussi quand tu fonctionnes comme ça. Merci. Je veux dire, trop se livrer aussi en tant qu'artiste au public. Se livrer sa vraie personne. On voit les faiblesses de la personne et des fois ça peut lui porter préjudice, hein, dans un certain sens. En fait, c'est pour ça que j'ai dit ça va vraiment dépendre du profil de l'artiste. Genre par exemple, un mec qui fait de la trappe, méchant, etc. J'ai pas envie de voir ce qu'il mange le matin forcément, vu que ça va pas avec son personnage, tu vois. Mais ça dépend du profil. Bah, il a pris l'exemple de Kanye. Kanye, on croit qu'il est fou, mais dès qu'il a, je valide pas tous ses propos, attention, je le dis quand même. Mais dès qu'il a une promo ou un truc à faire, il y a une paire de Yeezy ou une collection Yeezy qui sort ou un album. D'un coup, il devient fou. Tu vois, on sait que c'est de la promo, c'est sa stratégie. Tu deviens pas fou que quand il y a Yeezy qui sort. Tu vois, on t'entend pas de l'année, et dès que t'as une sortie, tu dis des dingueries sur Internet. On sait très bien que là, c'est parce que tu veux que les gens ils aillent sur ton Twitter, truc, nanana, et après tu leur vends un truc, ça marche. Donc en fait, ça dépend, ça va vraiment dépendre du profil. Après, des fois, il y a des gens aussi. Là, je vais donner un exemple. Tu vois, il y a Young Thug récemment qui est sorti de prison. Il y a eu le truc, il a balance, pas balance, nanana. Et quand il s'est senti un peu dans la tourmente,
il a fait une grosse interview de 2 heures, et dans l'interview, il s'est livré de fou. Et en fait, dans son cas à lui, ça l'a aidé parce que, en fait, lui, il passait pour le mec thug qui rigole pas, Young Thug, qui rigole pas, qui truc, qui nanana. Et en fait, quand t'entends l'interview, ça l'a humanisé. Genre, il a raconté vraiment des trucs qu'il a jamais dit avant, son enfance, comment il a vu son frère mourir dans ses bras, pourquoi c'est un mec pourquoi il a été touché quand Gunna il l'a trahi, parce que c'est un mec qui a toujours, quand il a vu son frère mourir dans ses bras, il a toujours voulu partager, qu'il a pas eu beaucoup quand il était petit. Donc, et en fait, ça l'humanise et ça peut te rapprocher de la personne parce que tu vas te dire, ah, en fait, on a peut-être une réalité similaire ou peut-être qu'il m'a touché émotionnellement. Et là, tu vois, ça te rapproche de la personne. En fait, ça va dépendre. Vraiment, ça va dépendre. Comme il a dit, il y a des mecs qui peuvent être mystérieux, tu vois. PNL. Mais PNL, ils ont les finances pour être mystérieux. Tu vois, PNL, quand ils reviennent, ils font un truc au-dessus de la Tour Eiffel. Voilà. On est mystérieux, mais quand on revient, on casse tout, tu vois. T'as dit quoi? C'est pas exactement, ils sont pas fauchés, tu vois. Donc, le mystère, c'est aussi très, très bien. Mais comme il a dit, tu peux vite te faire oublier. Merci. Il y a 2 questions, ici et ici. On commence là-bas. Alors, c'est pas une question, c'est une continuité à ce que tu disais. C'est que je pense aussi qu'aujourd'hui, on est dans une ère et dans une génération où on met beaucoup la santé mentale et donc le côté humain en avant. Et je pense que du coup, il y a beaucoup plus de réceptivité, oui, c'est comme ça qu'on dit, de réception aux personnes qui vont justement se montrer ou pouvoir montrer leur côté plus sensible et de plus avoir une image qui va justement s'écarter du vous êtes les moldus, nous sommes les sorciers. En fait, on est tous pareils, on se réunit tous et on est capable d'avoir des forces et des faiblesses et il n'y a pas de honte à avoir de forces ou des faiblesses. Et je pense que ça vient complémenter. Ça complémente. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question sur le côté entrepreneurial et savoir, Balou, si tu avais structuré tes idées ou si concrètement, en fait, tu as été un peu au feeling, un peu à droite à gauche selon l'évolution de ta carrière ou pas du tout? Non, c'est très très structuré. Pour le coup, ça peut paraître freestyle ce que je fais, désordonné, etc. Mais tu vois, genre, je l'ai fait tout à l'heure à la masterclass, mais tu prends mon téléphone, c'est que ça, quoi, tu vois. Là, écrit en gros écosystème Balou, truc, nanana. Là, ça va être planique type Balou prime time, lundi, mardi, tâche à faire. Et c'est que ça, et c'est ça tous les jours. Tu vois, c'est ça sur 10 000 notes, tu vois, et c'est vraiment que ça. Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, c'est 90% de structure, de préparation, et le reste, c'est de l'amusement. Tu vois, si j'ai pas ce truc-là, je peux pas durer 15 ans, tu vois. Moi, je le dis, j'ai vu des mecs super talentueux péter, tu vois, dans l'entertainment, si on parle de l'entertainment pur. Il y en a plein, on les a tous vus. Je sais pas, à un moment, il y avait le frérot Eladj, il y avait Oplay, il y avait Omo Dieu Salva, J-Max, il y en a eu plein, tu vois, qui, dans ce domaine de l'humour, de l'entertainment, qui ont pété. Et je pense que ce qui a fait que pour certains, ça n'a pas pu durer ou ils n'ont pas confirmé, c'est que derrière, ok, t'es marrant, t'es sur Internet, t'es sur Snap ou t'es sur truc, mais au final, il n'y a pas de projet concret autour. Tu vois, il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de ceci. Et ce qui fait que tu ne peux pas durer sur le long terme comme ça. Tu ne peux pas durer, c'est impossible. Et moi, j'ai eu une critique que j'ai eue des fois, souvent. Balou, il lance des projets, après ça s'arrête, après si. Mais je lance des projets, pourquoi? C'est parce que forcément, déjà, je fais partie des premiers dans ce truc-là, mais les projets, comme son nom l'indique, c'est un début, c'est une fin, mais c'est un objectif, c'est un projet. L'objectif, quand je lance CKO, quand tu regardes CKO, c'est le projet, c'est un partage de culture, c'est une connexion entre les différentes cultures. Derrière, on a des projets sur le court, moyen et long terme, c'est-à-dire que là, au début, c'est YouTube, les réseaux sociaux. Après, c'est un événement. Après, ça devient un festival. Après, ça devient une émission qui va peut-être être sur Netflix, etc. Ça veut dire que on va pas s'arrêter à se dire « Oh, je fais une vidéo marrante, point ». Non. Quand on crée CKO, on crée le début, la base, le court terme, mais on a une vision sur le long terme. Et c'est ça sur tous mes projets. Il y a le court terme et le long terme. Je me lance dans des trucs. Et des fois, il y a des projets, je les commence et je vais l'arrêter parce que je me rends compte que
ça va pas aller là où je veux aller, etc., où je vais faire une modification. Ça, c'est le propre d'un entrepreneur. Tu vas tester des choses, ça fonctionne pas, mais j'ai pas peur de tester. Mais je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est avoir des projets et les structurer. Et c'est ce que... Si tu regardes même les artistes qui ont duré, tu as cité Kanye. Kanye, c'est ça. Si tu prends même Kanye, tout ce qu'il a fait, c'est college dropout, late registration. Toute cette partie-là, c'est l'école. C'est la partie de l'école. Après, ça devient Yeezus, etc., etc. Et là, quand il fait Yeezus, il rentre dans la partie Yeezy, le mec qui rentre dans la mode, etc. Et ainsi de suite, tu vois. Mais tu sens qu'il y a des projets qui se construisent et qui ont une évolution. Là où, par exemple, un Lil Wayne, tu sens que c'est juste de la passion, il n'y a pas de... C'est vas-y, je fais un album, je le drop et je kiffe. Tu vois. Drake, c'est plus structuré, tu le sens. Tu vois, et attention, je suis un des plus grands fans de Lil Wayne, tu vois. Mais les projets, tu le sens. Et je pense que... Lil Durk. Ouais, Lil Durk, bon, lui, c'est un peu plus bresson. C'est un peu plus sombre. Un peu plus sombre. Mais voilà, mais je pense que c'est important d'avoir une structure et des idées sur le long terme aussi. Souvent, il y a des gens qui, voilà, ils se disent, je vais faire des vidéos, ça s'arrête là. Mais non, ça s'arrête pas là, faut voir plus loin. Merci. Merci pour cette question et merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Ici, je regarde juste s'il n'y a pas quelqu'un de différent pour faire tourner le micro un peu à tout le monde. Attends, vite fait le cousin. Oui. Je voulais quand même rebondir sur les frérots. D'ailleurs, les frérots ici, là, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. C'est des Guyanais qui de Toulouse, mais c'est des Guyanais, ils sont arrivés il y a pas longtemps ici, là. Big up les Primata. Et pour répondre à ce qu'il disait aussi, parce qu'à un moment donné, je snappais aussi et je ne savais pas si je devais mettre ça ou pas, t'as capté? Et à un moment donné, je pense que comme il disait le frérot, les gens, ils ont besoin de démystifier l'artiste. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître vraiment, t'as capté des fois. Tu vas pas snapper quand t'es aux toilettes, t'as capté. Mais en gros, je pense que, par exemple, moi, dans mes sons, je parlais souvent de mes frères. Mon frère est à l'hôpital, j'ai un frère hospitalisé. Et un jour, j'ai été avec ma mère et j'ai snappé, tu vois. Mais pas en mode la conversation, les messages, j'ai snappé, genre, je suis là, voilà ma vraie vie. Et il y a des gens qui me disent, ah, je comprends maintenant pourquoi tu dis dans ce son-là, ah, je comprends mieux. Je pense des fois, ça permet des fois de montrer, des fois un peu, pas tout le personnel, t'as capté, mais des fois, tu peux te permettre de. C'est pas que la musique, c'est pas que snapper, je suis au studio, regardez les frérots. Ce que vous faites des fois, c'est bien aussi. Vous mangez, vous montrez restaurant et tout. C'est bien de faire le public. T'as capté ou pas? En mode, oh, à pas d'un micro, seulement on aura ici. Ou je connais sa vie, je connais. Moi, sur Snapchat, ils savent que j'aime les crevettes. T'as capté? Moi, j'aime les crevettes. Moi, j'ai dit, ils savent, j'aime les crevettes. T'as capté? C'est-à-dire que des petits trucs comme ça fait qu'ils s'accrochent un peu à toi. T'as capté? Ouais. Merci pour ces réponses. Je pense que c'est quand même important de faire la différence entre toi et le personnage, l'artiste, tu vois. Tu vas montrer la vie de l'artiste, mais ce qui se passe chez toi, ne le montre pas, tu vois. Tes galères avec ta meuf, et, tu vois, ton deuil, tout ça. C'est subjectif, tu peux essayer de jouer dessus pour essayer de faire du buzz, mais frérot, il y a le personnage et il y a toi, tu vois. Il y a Aldric, il y a Vaga. Il y a, bon, pas moi, je suis pas un artiste, mais tu me vois au quotidien et il y a moi chez moi, je suis pas du tout pareil, tu vois. Donc, c'est comme ça. Merci pour ces réponses. Mais je vais juste rebondir sur un truc parce que tu as parlé de. On pense que c'est ponctuel et pas réfléchi, mais en fait, il faut des plans, des choses bien détaillées. Enfin, tout est bien organisé malgré ce que l'on pense. Est-ce que toi, Mamad, ton schéma de carrière, tu l'avais écrit quelque part, c'est-à-dire le stand-up et après tu arrêtes ça pour ensuite basculer sur l'entertainment, enfin sur plus du digital, et ensuite pour revenir sur autre chose. Est-ce que tu l'avais écrit ça quelque part? Pour être totalement honnête avec toi, j'avais écrit, oui, un schéma, mais il est plus bon. Ok. Comme je t'ai dit, je voulais. En fait, le truc, c'est que quand tu commences, tu fais avec ce que tu vois. Et tu te construis qu'avec les informations que tu as à ta disposition à un moment T. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu sais que tu veux faire de la scène et de la comédie. Ce que tu regardes, c'est Jamel Comedy Club, H et ce qu'on te propose à la télé. Et après, tu grandis petit à petit, tu vas sur YouTube, tu vois des By Norman, Cyprien, tout ça. Et toi, tu te dis que la vie, c'est ça. Tu dois faire comme eux et donc tu écris ton plan comme si tu étais eux. Sauf que tu n'es pas eux. Tu vois? Et par rapport à ça, je pense que dans l'écriture d'un plan, parce que Balou parle de la phase préparation, mais il y a une phase de préparation, après tu fais, mais tu dois des fois avoir une phase où tu réajustes le truc.
Parce qu'il y a comment tu imagines la chose et la réalité de la chose. Tu vois? On a tous eu ces conseils-là. Genre en mode, oui, si tu veux gérer une fille, sois gentil, honnête, sincère. C'est pas vrai. Finalement, elle part avec un bad boy à moto, ma gueule. Tu vois? Donc, il y a la théorie et la pratique. Ça sent le vécu. Gars, je le vis toujours. Non, mais plus sérieusement, pour te dire que... Ah, tu rigoles trop. Toi, tu connais ma vie, arrête. Pour te dire que, en fait, dans tout ce que le frérot a dit... Excusez-moi. J'aime pas ça. Et dans tout ce que le frérot a dit, du coup, c'est très très important de préparer son truc, oui, mais réajuster son plan, c'est tout aussi important. On a perdu Balou là. Oh, tu fais laquelle? Ah, mais j'allais te complimenter et tout. J'allais te dire, Balou, il m'a appris. Donc en fait, on bosse souvent ensemble et il me... Ça, vas-y. Donc, je disais, on bosse souvent ensemble et c'est lui qui m'a appris ce truc de réajuster son plan. Excusez-nous. Ouais, Roura, c'est bien de ouf, ouais. En tout cas, j'adore la vibe. Merci les gars, merci Mamad, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? On va en prendre encore quelques-unes et après on va devoir clôturer tout doucement. Et il y a une question ici, oui. C'était un peu une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le sens où laisser les gens un peu voir qui on est vraiment. Mais du coup, dans une ère où il y a une nécessité, où tout le monde veut tout savoir, tout le monde est curieux, est-ce que pour vous, c'est possible de créer du contenu sans se montrer face caméra? Parce qu'avant, ça se faisait beaucoup, mais est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours possible? Et est-ce que pour vous, ça peut durer dans le temps? En fait, comme on l'a dit plus haut, il y a autant de créateurs que de façons de créer du contenu et il n'y a pas forcément de code. Aujourd'hui, il y a des mecs avec des vidéos, c'est même pas leur voix, c'est de l'IA. L'IA qui parle, l'IA qui génère les vidéos et ces gars-là arrivent à très bien vivre des réseaux sociaux. Tu les connais même pas, c'est pas à quoi ils ressemblent. Donc en fait, tu peux ne pas te montrer au final. Ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes dans le contenu que tu fais et la fréquence aussi, parce que quand tu montes pas ta tête, c'est dur de s'attacher, donc en fait, il faut envoyer. Mais tu vois, il n'y a aucune nécessité finalement dans la création de contenu. Ce qui compte, c'est être présent et apporter de la valeur et surtout avoir un plan qui fonctionne. Et même si tu veux te montrer, comme les frérots l'ont très bien dit, tu n'es pas obligé de tout montrer. Tu vois, nous, on fait de l'entertainment. Du coup, on va nous voir souvent, mais il y a des trucs qu'on ne filme pas. Moi, je ne filmerai jamais mes parents ou s'il y a quelqu'un qui partage ma vie, je ne filmerai jamais cette personne-là parce que c'est mon cercle privé. C'est moi qui décide ce que je vais montrer. Balou, certes, il filme son fils, mais tu ne verras jamais son visage. Tu vois, il ne filme pas son enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi aussi de te mettre certaines limites. Je pense que pour protéger ta santé mentale, surtout quand tu as un métier où tu es exposé, il faut avoir ton cercle. Que ce soit tes gens, des gens avec qui tu te sens bien, que ce soit ta famille. Et en fait, le truc, c'est que tu comprends que ton cercle proche, ça doit devenir le truc que tu protèges le plus. Ça doit devenir ton havre de paix parce que dehors, c'est agité. Sur les réseaux, c'est agité. Sur Twitter, c'est l'enfer. Donc, en fait, tu dois aussi te protéger comme ça, tu vois. Tout montrer, non. Tout montrer, c'est quand tu n'as pas un talent, c'est quand tu n'as pas une valeur à proposer. Quand on voit les influenceurs de télé-réalité, ils montrent tout parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est de la télé-réalité. Ils n'ont rien d'autre à montrer. Mais c'est eux qui deviennent fous à la fin, tu vois. Parce qu'au final, ils sont toujours obligés d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et au bout d'un moment, ben, quand tu fais les extrêmes, ben, Snap, il te banne et tu n'as plus d'argent, tu vois. Donc, ouais, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, tu fais du contenu comme toi tu veux. Il n'y a pas de code dans la création de contenu. C'est toi comment tu vibres avec ton truc, la valeur que tu apportes et être là et surtout frapper fort. Merci beaucoup pour cette réponse. Ah, c'est vrai que c'est ça.
Une question. Oui, ici. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est juste un compliment. En fait, il y a un instant là, j'ai posté une photo de vous quatre. Donc, quelqu'un qui m'a interpellé de Marie Passola, il m'a dit tout de suite Balou. Donc, ta communication, vraiment, ça passe bien. Continue ainsi. Big up. Merci beaucoup. C'est quoi ton Insta? On va mettre des likes. C'est quoi sur ton WhatsApp, Ah, ok. Ah, sur WhatsApp. Ok. Ah, ok. T'es pas encore sur Instagram? Ah, bon, quand tu seras sur Instagram, tu nous envoies ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Une là, une là et une là. Après, on va devoir... Alors, bonsoir à tout le monde. C'est un partage et une question à la fin. C'est un jeu de mots pourri, mais je l'assume d'avance. Vous dites que vous venez de Montfermeil, qu'on pourrait, on va dire, apparenter à s'enfermer. Et en finalité, vous avez su en fait nous démontrer à travers vos différents parcours et expériences que, avec le peu que vous aviez, vous étiez en capacité d'aller de l'avant, de casser toutes les portes, comme tu as pu le dire lors de la masterclass. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que vous avez fait un des plus beaux choix, je pense, de votre vie, c'est de vous choisir. Je suis un peu émue parce que... je veux pas pleurer. Je vais essayer d'aller au bout. Pour ceux qui n'ont pas fait la masterclass, c'est la 6e édition. Et franchement, si vous savez qu'il y aura d'autres éditions, inscrivez-vous. Je rebondis sur... il y aura de l'émotion, je vais peut-être pleurer, ça va faire des... comment on appelle ça? Des gifs, des machins, là. Je suis émue parce que j'ai fait le choix de me choisir l'année dernière. Je pensais pas que ça allait me remuer autant ce séminaire. En fait, je rebondis sur ce qu'a dit Mamad. Quand il dit que ça coûte 250 € le ticket, on a déjà fait tellement de commandes sur des sites, on a déboursé de l'argent dans tellement de trucs, on ne s'est jamais posé la question de ça vaut quoi. Et quand il s'agit de dépenser pour nous, on se pose toujours la question de qu'est-ce que ça va m'apporter. Je me suis posé tellement de questions quand j'ai vu cette masterclass et je me suis dit, pour la petite histoire, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai créé ma marque de t-shirt, ça fait 1 an, depuis le 30 septembre. Et je me suis dit, vas-y, parce que c'est peut-être pas ton univers, c'est peut-être pas des gens que tu vas côtoyer tout le temps, mais de par leur expérience, ils vont t'apporter quelque chose. Le terme Djoubaté a beaucoup été employé et avec cette masterclass, je pense qu'il faut lui donner une autre saveur, comme Apple, pour ne pas, sans vouloir le citer, mais c'est un Djoubaté qui devient un Djoubaté Pro Max. Parce que vous avez tous démontré, en fait, j'ai lancé un truc là. Vous avez en fait tous démontré, chacun avec vos différentes casquettes, vos parcours, qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 trucs dans nos vies. À partir du moment où on est au clair avec qui on est et avec ce qu'on est capable de faire, mais un mur, une porte, c'est un détail. Et vous m'avez beaucoup inspirée et vous êtes des personnes très impactantes et sans vouloir faire de pub pour ma marque, il y a un de mes t-shirts qui s'appelle Impactante et j'ai fait le choix de mettre le chiffre 1 à la place de IM. Parce que bien souvent, il suffit d'une personne pour impacter la vie de beaucoup d'autres. Et avec ce que vous avez proposé en tant que masterclass et avec les intervenants que vous nous avez proposés, vous êtes l'image vivante de ce que reflète mon t-shirt. Et je voulais vous remercier pour ça. Et la question, pardon, et pour finir, j'ai fait mon programme, hein, j'ai présenté, j'ai dit partage et question. Du coup, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer mais n'ose pas faire le premier pas?
Merci pour votre attention. Tu veux y aller? Je vais passer au copain après, mais attends. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre un objectif et un plan. Un objectif, c'est là où tu veux aller. À partir du moment où tu sais où tu veux aller, prends la direction. Tu as le temps de faire le plan sur la route, tu vois. Le plan, tu as le temps de mettre étape 1, étape 2, tel timing, mais tu sais où tu vas. À partir du moment où tu as décidé que tu vas à tel endroit, commence à marcher. Fais du stop, peut-être qu'on va te ramasser, mais vas-y, prends la direction déjà. Attends pas qu'on vienne te chercher pour essayer de t'amener, personne ne va venir. Voilà. Je dirais pas mieux, hein. Il a raison. Le frérot, il a dit fais du stop. Ben vas-y. Non, mais c'est vrai, il a totalement raison. Il a totalement raison. Et en vrai, si l'univers a mis une vision en toi, c'est parce que c'est toi qui peux l'accomplir. Faut pas écouter forcément ce que les gens disent parce que tout le monde te regarde à travers son prisme. Mais personne n'est conscient du potentiel que tu as. Et souvent, c'est nous, on se met des limites. On se dit, moi, je peux pas faire. Mais un être humain comme toi l'a fait. T'as 2 bras, 2 jambes, t'as la santé. Vas-y, let's go en vrai. Parce que personne va venir le faire pour toi. Reste pas là à réfléchir parce que dans un an, tu seras toujours à la même place. Et lui, il sera déjà passé à moto. Accompagné certainement. Mais pour dire que, au final, je pense qu'on a tous une mission de vie et que malheureusement, on se perd souvent de par les circonstances, de par du fait qu'on écoute des fois des gens qui certes sont proches de nous, c'est des gens qu'on considère, mais c'est des gens qui n'ont pas notre vision. Ta vision, c'est ton truc à toi. Et des fois, c'est toi, tu vas accomplir des choses que tes proches te voient pas faire. Et c'est comme ça. Et c'est OK. C'est juste que faut se donner sa chance. Comme je l'ai dit plus haut, le problème, c'est pas qu'on se déteste entre nous, mais c'est qu'on s'aime pas assez la plupart du temps. Donc, je te dirais de te traiter comme la personne que tu n'as pas eue ou que tu aurais aimé avoir. Franchement, ils ont déjà quasiment tout dit. Moi, ce que je dirais, c'est que la personne qui n'ose pas se lancer, elle n'a rien à perdre, en fait. Quand tu te lances, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à apprendre. En fait, l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est que de l'apprentissage. C'est-à-dire que même le mot échec, je ne l'utilise pas. Pour moi, dans ma carrière, il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. C'est des expériences qui te font grandir. Tu vois, il y a des choix que j'ai faits qui n'étaient pas bons, mais au final, si tu appelles ça un échec, tu abandonnes, ça y est, tu as perdu. Mais le choix, en fait, tu fais une introspection, tu réfléchis, tu dis peut-être que j'aurais dû faire ci, comme ça, et tu rebondis et tu deviens encore une meilleure personne. Donc, en vrai, tu apprends et tu perds rien du tout. Donc, en fait, la personne qui veut se lancer, je lui dis lance-toi, parce que là, il n'y a que toi plus tard. Après, si tu ne le fais pas maintenant, plus tard, tu vas regretter. Tu vas dire, oh, si j'avais su, j'aurais dû, ceci, cela. Alors qu'en fait, si tu tentes et tu te donnes à fond, tu regretteras jamais. Et je pense que personne ici veut vivre une vie avec des regrets, tu vois. Merci pour ces réponses. Merci pour ces émotions, vraiment, parce que je n'aurais jamais cru justement recevoir autant d'émotions en mettant en place ce type de projet, parce que ça va faire 6 ans qu'on porte ça avec Noon. Et on a appris à empiler les choses sur le terrain, sur le tas, et c'est en faisant, c'est en marchant qu'on a appris à marcher, quoi, en faisant les choses. Et encore merci vraiment d'avoir répondu présent, parce que c'est vrai qu'avant que tu arrives, tu m'avais posé des questions, tu étais dans un entre-deux et tout. Merci d'avoir accepté de nous suivre dans cette aventure. J'espère vraiment que tous les intervenants t'ont transmis les éléments, les questions, ont répondu aux questions que tu te posais. Et voilà. Et en effet, ce rendez-vous est mis en place parce que le milieu créatif et culturel, voilà, il y a une grosse absence de ce genre de moment de transmission. Et même quand on revient chaque année, on se retrouve toujours face au même problème. C'est que les gens, ils sont pas toujours réceptifs à ce type de format, à ce type de mailloterie là, parce que ça se fait pas beaucoup chez nous, alors que sur l'Hexagone, c'est juste banal. Toutes les semaines, il y a des moments comme ça, des tables rondes de ceci, de cela. Et c'est qu'en incitant les gens, comme tu viens de le faire, que ça va encore se développer. Donc encore merci pour ces émotions et ces mots. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
Je vais rajouter un petit truc à ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans l'Hexagone, et comme tu as dit, c'est quelque chose de banal. Mais la force que je retrouve quand je viens, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou ici, c'est qu'il y a une puissance différente. Comme je l'ai dit, et je crois que je sais pas si je l'ai dit dans la masterclass, quand je fais une masterclass sur Paris, les personnes qui viennent, ils ont leur business, leur idée, c'est très personnel et ça s'arrête là. Là, toutes les personnes à qui je m'adresse depuis le début de la masterclass, il y a quand même cette notion de culture, de représenter la Guyane, de tirer la Guyane vers le haut, d'union, de fraternité, etc. Tu vois, regarde le t-shirt que tu nous as donné, ça représente ça. Quand on échange depuis tout à l'heure, c'est les mots qui ressortent. Donc pour ça, je tiens à dire quand même que même pour nous, parce que je sais que des fois il y en a qui se disent oh peut-être c'est rien pour Balou, moi c'est mes moments préférés vraiment, et je le dis pas parce que c'est pas un truc que je dis à tout le monde, etc., mais quand je viens, c'est mes moments préférés. Et encore une fois, je pense que il faut vraiment donner un maximum de force à l'équipe To Be Free, parce que c'est pas facile à organiser, c'est très bien fait, l'accueil est incroyable. Même nous, en tant que voilà, moi on a intervenu avec Mamad qu'aujourd'hui, mais toute la semaine ils se sont occupés de nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous-même vous voyez pas. Ça veut dire qu'ils s'occupent de vous ici, ils s'occupent des intervenants, ils bossent. C'est pas facile, ils ramènent des gens à Roua, ils affrètent des minibus, des trucs. Donc lui il dit que ça c'est banal, mais c'est pas comme ça à Paris. C'est tu te débrouilles, tu prends ton métro, tu viens et on te calcule pas. À la fin tu payes, va te faire enculer. Là c'est autre chose, il y a un côté culturel, il y a une passion, c'est des gens passionnés. Donc s'il vous plaît, un maximum de love pour To Be Free, s'il vous plaît. Yes. Merci. Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit aussi pour Noun, pour Yo-Yo, pour Aurélien, pour Maxime, pour Boris, voilà, qui nous ont accompagnés, pour Kensai aussi et son équipe, voilà. Si j'ai oublié des noms, faut pas m'en vouloir, mais voilà. Non, faut la refaire, faut que tout le monde se lève, Allez, on la refait, tu fais les dédicaces, tout le monde se lève. Du bruit pour Noun, s'il vous plaît. Du bruit pour Yo-Yo, s'il vous plaît. Du bruit pour Yin Aurélien, s'il vous plaît. Du bruit pour Maxime, s'il vous plaît. Du bruit pour Boris, s'il vous plaît. Du bruit pour Kensai, écoute Way, le nouveau média, s'il vous plaît. Yes. Et du bruit pour vous, la famille. On va se quitter sur ça, parce qu'il faut qu'on clôture, mais il y a un petit pata juste après, avec des petits trucs à grignoter et tout. Et les invités, ils restent parmi nous, donc refaites du bruit pour Yuri, Vaga, Mamad, Balou, s'il vous plaît. Portez-vous bien, restez créatifs, propagez le fruit comme je dis toujours, et puis on se dit à très vite. Bisous la famille.